Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Renaud Pfeffer, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président à la région à la sécurité. Alors en fin d'année dernière, vous avez mis en colère à la fois la mairie écologiste et la préfecture quand le Revoquier a dénoncé un climat d'ultra-violence qui se serait installé à la Croix-Rousse, un ensauvagement qui s'est installé dans ce quartier autrefois paisible. Le Revoquier avait écrit ça sur la base de vos constatations. Est-ce que vous êtes un peu un pompier pyromane ? Non, pas du tout. L'idée, nous, c'est que la région, elle agit pour la sécurité en accompagnant les collectivités locales dans leur politique. Toutes les communes, toutes les villes de la région bénéficient de l'aide régionale, de cet accompagnement technique et de cet accompagnement financier qui permet aux collectivités de prendre à plein cette compétence sécurité qui, c'est vrai, normalement est du ressort de l'État. Et c'est vrai qu'à Lyon, on s'est rendu compte qu'entre la Guillotière, où j'ai fait une visite, le 6e arrondissement où j'ai fait une visite, où les vols à l'arraché ont doublé, où les commerçants parlent d'un climat d'insécurité, de rodéo, de vols avec violence. J'ai été également à la Croix-Rousse, saisi par les commerçants. Ensauvagement à la Croix-Rousse, vraiment ? Quand je suis allé à la Croix-Rousse, je vous assure que j'étais vraiment surpris. Moi, j'avais vécu à la Croix-Rousse il y a une quinzaine d'années. Et c'est vrai que j'ai trouvé que le quartier avait changé. Et un secteur, le secteur rue du Mail, rue d'Austerlitz, là, il y avait des livreurs Uber, notamment, mais qui ne sont pas que des livreurs Uber, et qui étaient sur place, rodéo avec leurs scooters, mais également menaces, insultes auprès des commerçants, squat, trafic de stupéfiants. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux. En quelques minutes, j'ai eu droit à des regards très durs et à un doigt d'honneur. Les commerçants étaient dans une inquiétude et me disaient même que leurs clients disaient peu à peu qu'ils allaient quitter la Croix-Rousse tellement ils se sentaient dans un climat d'insécurité. Donc je pense que... Ce que vous avez répondu le préfet, c'est qu'en matière d'insécurité, il y a des quartiers qui correspondent peut-être mieux à cette définition de climat d'ultra-violence que la Croix-Rousse. Non, vous savez, dès qu'il y a des points de deal qui s'installent, ce sont des points qui rapportent tellement d'argent, qui génèrent tellement d'autres délinquances, que c'est la délinquance qui s'installe. Et dans le courrier, le préfet ne constatait pas de point de deal à la Croix-Rousse, alors que les services de police eux-mêmes en ont constaté. Et j'ai vu cette semaine dans la presse qu'un point de deal avait été démantelé dans le quartier en question. J'ai même reçu un mail des commerçants qui me remerciaient de mon intervention parce que les choses semblaient un petit peu bouger. L'idée de la région, c'est d'être un partenaire. C'était pas de tirer la sonnette d'alarme, mais à un moment, si personne ne bouge, et je pense notamment à la ville de Lyon, eh bien, les choses n'avancent pas et les gens se sentent mis face à un mur. Ils sont dans l'inquiétude, dans la crainte, dans la peur, et surtout ce climat d'insécurité, il se répand très très vite dans un quartier. Et l'idée, c'est que à la fois, on lutte contre le sentiment d'insécurité, mais pour lutter contre le sentiment d'insécurité, il faut agir pour la sécurité avec de la présence humaine, évidemment. Et ça, je pense que la ville de Lyon doit renforcer ses équipes de police municipale, comme le font la plupart des communes de la région, mais elle doit aussi s'équiper sur des systèmes de protection, et notamment les caméras, qui sont à la fois dissuasives, mais qui sont aussi un outil d'enquête, un outil de preuve judiciaire et un outil de réparation pour les victimes. Alors, la région arrive avec des moyens relativement limités. Vous proposez de financer quelques caméras de vidéosurveillance pour une ville comme Lyon. On n'est pas du tout sur des choses que la ville ne pourrait pas financer elle-même. Non, non, on a proposé 1 million d'euros à la ville de Lyon. 1 million d'euros, c'est pas une paille. Ça permet de mettre en place un certain nombre de dispositifs, et notamment de caméras de vidéoprotection. La semaine prochaine, on va voter en commission permanente un peu plus d'1 million d'euros d'aide pour le dossier, pour 547 caméras de vidéoprotection sur la région. Vous voyez, quand on propose 1 million d'aides à la ville de Lyon, c'est une aide extrêmement conséquente. Et je regrette ne pas avoir eu de réponse de la ville de Lyon sur cette proposition, cette main tendue de la région. Alors, les écologistes vous répondent qu'ils vous attendent sur des dossiers comme le TER à la Lyonnaise, là qui est vraiment au cœur des compétences de la région et sur lequel il n'y a pas d'avancée depuis une dizaine d'années. Non, mais ce qui est important, c'est que ce soit un dossier qui avance. Je pense notamment au sud-ouest de l'agglomération lyonnaise. Après, on sait que ce sont des dossiers au long cours. On sait aussi qu'il y a des échanges à avoir avec le Citral, que les choses ne se font pas tout seul, chacun dans son coin. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que chacun tire la couverture à soi.
mais j'ai pas l'impression que depuis que les écologistes et l'extrême gauche ont gagné la métropole de Lyon, que la situation des transports en commun dans l'agglomération lyonnaise se soit améliorée. Est-ce que l'offre est meilleure? Non. Il y a des projets qui étaient lancés, type ce projet un peu farfelu de téléphérique, mais là qui semble pour le coup abandonné. En fait, sur la question des mobilités, quand on n'avance pas, en réalité, on recule, et j'ai l'impression que la métropole de Lyon recule, alors que la région, elle, développe son offre TER, réouvre des petites gares dans la région, c'est-à-dire chacun doit agir dans le cadre de ses compétences, et parfois il y a des compétences qui peuvent être partagées, et je pense que sur le RER à la lyonnaise, sur tout ce qui se passe autour de l'agglo, avec maintenant ce nouvel établissement public Ce que nous Citral. dit Jean-Charles Collas au Citral, enfin, ce nouveau Citral, c'est que la métropole est prête à financer l'essentiel des investissements pour le RER lyonnaise, mais qu'on attend la région. Bah, et je crois qu'en fait, on n'a pas à s'attendre, il suffit qu'on se parle. Nous, on a travaillé sur la mise en place du nouvel établissement public, donc c'est un peu se refiler une patate chaude, sachant que ce sont des projets très coûteux, qui sont longs dans la durée, et surtout qui exigent une collaboration parfaite, mais je suis sûr qu'à un moment, on peut trouver des points de convergence pour rendre service aux usagers. En tout cas, c'est bien l'objectif de la région, que de ne pas penser à ces petites querelles politiques ou à ces petites phrases où on dit « j'attends l'autre où Jean-Charles Collas dit « j'attends la région ». Non, non, c'est au boulot pour faire avancer les dossiers. En tout cas, sur toute la partie sud-ouest lyonnaise, on est extrêmement mobilisé avec Catherine Staron. Un sujet sur lequel vous êtes d'accord, parce qu'on pourrait détailler tous les sujets sur lesquels vous êtes en opposition, Ouais. ça fait un peu le film d'actualité, mais un sujet sur lequel vous étiez d'accord cette semaine, c'était Interpol. On a même vu un communiqué commun signé Laurent Wauquiez, Bruno Bernard, Grégory Doucet. L'union sacrée contre Emmanuel Macron, en gros, pour demander à l'État français de clarifier sa position vis-à-vis du financement d'Interpol, de son développement, et puis surtout vis-à-vis de son nouveau président, qui est connu pour des actes de torture, Ahmed Nasser El-Harissi. Interpol, c'est une institution qui participe au rayonnement de Lyon, de la région, mais aussi de la France. C'est une institution qui est utile, qui a une dimension internationale, et il appartient à l'État, en fait, d'assumer le choix et de se battre pour qu'Interpol reste à Lyon. Ensuite, les collectivités locales, à la mesure de leur capacité, peuvent contribuer au financement d'Interpol. Il y a à la fois un sujet, le sujet du siège d'Interpol, qui est un sujet qui doit dépendre très fortement, qui dépend de l'État, donc il faut que l'État se positionne. Et puis il y a le sujet aussi de l'accueil de l'ensemble de ces personnels internationaux, l'accueil des familles, la scolarisation des enfants, le climat dans lequel ils sont. Et ça, je crois que la ville de Lyon a une responsabilité aussi très importante. Et derrière nous, la région, on est fiers d'avoir une institution comme Interpol sur notre territoire. Et donc on est prêt à participer, comme les autres collectivités, au financement de cette institution. Et qu'est-ce que vous aimeriez par rapport au président ? Moi, j'aimerais qu'il arbitre et qu'il tranche. En fait, on ne peut pas être sur tous les sujets en même temps. Mais sur le président d'Interpol, Ahmed Nasser El-Harissi. Le président d'Interpol, il a été désigné. Maintenant, celui qui fait tourner la boutique Interpol, c'est le secrétaire général d'Interpol. Et donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de sujet. C'est des sujets de diplomatie, des sujets internationaux que je ne maîtrise pas. Et là, pour le coup, c'est vraiment à l'État de se positionner. Au prochain conseil régional, vous allez voter une expérimentation sur des boîtiers SOS. Il s'agirait de tout petits boîtiers qui seraient destinés aux femmes qui se sentent en danger, donc qui seraient repérés par une vingtaine d'associations dans la région, c'est cela. C'est un dispositif que vous espérez étendre dans toute l'agglomération, dans toute la région ? Oui, en fait, on a voté au mois de décembre un grand plan de lutte contre les violences faites aux femmes. C'était un engagement de Laurent Wauquiez lors de la campagne, mais c'est un engagement aussi personnel très fort du président de la région. Et donc avec Sandrine Chex et Marie-Pierre Mondreau-Sadou, qui sont des vice-présidentes de la région, on travaille tous les trois pour le déploiement de ce plan, avec la partie du logement, la partie de la prévention, et notamment de l'éducation des jeunes femmes et donc, des jeunes hommes. Comment ça fonctionnera ? Et puis il y a le bouton d'alerte. Il y a le bouton d'alerte qui rentrera en expérimentation à partir de la semaine prochaine. L'idée, c'est qu'une femme qui se sent en danger, elle dispose d'un petit boîtier, un petit bouton, qui lui permet de prévenir ses proches
qu'elle a ce danger. Après, c'est un système qui est très très simple, qui peut se mettre une bretelle de soutien-gorge, dans une poche, et ça évite d'avoir à sortir un téléphone, ça lance un SOS, une géolocalisation, et le degré de danger dans lequel se trouve cette femme. Et l'idée, c'est que ça permette une intervention, soit de proches, soit de la police, dans les plus brefs délais, quand La le danger police n'est est pas important. prévenue. Elle n'est pas prévenue directement, mais en revanche, vous recevez un message qui vous dit, là c'est le moment, il faut prévenir la police, on a la géolocalisation, voilà où la personne est. Alors on sait que la région est très attachée à communiquer sur tous ces financements. Est-ce que les femmes qui auront ces dispositifs devront porter des t-shirts Région Rhône-Alpes? Les femmes qui auront ces dispositifs, notre objectif, c'est de les protéger. Et bien sûr, quand on est une collectivité, et je pense que c'est la moindre des choses en démocratie, que de montrer où va l'argent public. Donc quand la région finance des équipements, elle affiche qu'elle a participé à des équipements ou qu'elle a créé un lycée. C'est bien normal, sinon les gens n'y comprennent rien à notre millefeuille administratif. Et donc l'idée, c'est que la région, lorsqu'elle finance, ce soit visible. Là, on est sur une action discrète, on est sur une action très humaine qui doit se faire en cousu humain, dans la dentelle. Et donc l'idée pour nous, c'est de remettre ce bouton à des associations et charge à ces associations qui connaissent les femmes victimes. Et il y en a une vingtaine qui ont répondu à notre appel à projet, mais elles vont participer à la lutte contre les violences faites aux femmes. Allez, un dernier mot sur la campagne présidentielle. Votre candidate, Valérie Pécresse, après avoir été désignée, a été plutôt montée dans les sondages. Là, on a l'impression que sa campagne patine un peu. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour sortir de ce trou d'air? Moi, je pense que le match, il n'aura pas commencé tant que Emmanuel Macron, qui est déjà en campagne, qui fait du terrain comme tout candidat. Qui a déjà 500 signatures, lui. Oui, il a ses signatures, il est déjà en campagne. Simplement, il ne le dit pas. Il ne dit pas qu'il est en campagne parce qu'il veut retarder le match. Il se rend compte que plus on aura de temps pour faire le point sur son bilan, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle est la France. La France, est-ce qu'elle est plus ou moins divisée qu'en 2017? Est-ce que les comptes publics sont plus ou moins bons qu'en 2017? Est-ce que la dette du pays est plus ou moins importante qu'en 2017? Est-ce que la sécurité est assurée mieux qu'en 2017? Est-ce que les entreprises arrivent à recruter, à produire mieux qu'en 2017? Le bilan d'Emmanuel Macron est un bilan qui marque des fractures, des ruptures. On a oublié un peu tout ça avec la crise sanitaire, mais n'oublions pas qu'avant la crise sanitaire, il y avait une crise sociale très importante qui était en train de germer, qui avait été incarnée à l'époque par les Gilets jaunes, qui s'étaient radicalisés. Mais la question du pouvoir d'achat, de la sécurité, de la cohésion sociale, en fait, est au cœur de cette alerte qui avait été lancée par les Gilets jaunes. C'est une crise du pouvoir d'achat, en réalité. La crise des Gilets jaunes à la base, c'est une crise d'injustice sociale. Et je crois que même si jamais la crise sanitaire a fait que le reste du bilan d'Emmanuel Macron, on ne le voit pas vraiment, dès qu'on va rentrer en campagne, c'est-à-dire c'est le moment où chacun, projet contre projet, le président devra défendre son bilan, il va quand même être très difficile à défendre ce bilan. En attendant, on voit que, y compris dans votre camp, beaucoup de gens s'interrogent, notamment sur la candidature d'Éric Zemmour. On voit que Étienne Blanc, par exemple, l'ancien premier vice-président de la région, s'oppose la question manifestement de le rejoindre ou pas. Qu'est-ce que vous leur dites? Moi, je leur dis que le seul moyen de pouvoir transformer la France, la réformer et lui donner à nouveau le goût d'aller de l'avant, l'idée de rassembler les Français, ça passe par une victoire de notre famille politique. Et quand on est dans une famille politique, au moment où il y a des grandes échéances, c'est pas le moment de lâcher. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, on sait, sera normalement au second tour de l'élection présidentielle. L'enjeu, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut les extrêmes face à Emmanuel Macron et donc la victoire assurée à Emmanuel Macron, ou est-ce qu'on veut que notre candidate soit au second tour? Et dans ces cas-là, il y a de grandes chances qu'on puisse l'emporter. Par ailleurs, il n'y a pas beaucoup de ralliement de membres de notre famille politique à Éric Zemmour. Oui, mais Guillaume Pelletier, il avait déjà... C'est pas la première fois qu'il change de crèmerie. Voilà. Aujourd'hui, Valérie Pécresse a besoin de gens fiables, de gens loyaux. Étienne Blanc en fait partie? Étienne Blanc, je le connais très bien. Je le vois pas rejoindre Éric Zemmour.
Renaud Pfeffer, je vous remercie. Merci. Et moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.